Vous avez plaidé pour le Cercle Droit et Liberté et le collectif des navigants libres. Avez-vous le sentiment d'avoir été entendu, d'avoir mis le gouvernement face à ces contradictions? Alors, d'avoir été entendu, oui, mais ils étaient bien obligés, puisque j'étais en train de parler et que j'avais le micro, d'avoir mis le gouvernement face à mes contradictions. Vous me donnez un peu trop de crédit, ils sont très bien arrivés tout seuls. Parce qu'on leur a quand même soulevé un élément, c'est que aujourd'hui encore les boîtes à partous sont ouvertes, mais que la situation épidémique est extrêmement grave, et donc il faut réduire à 24 heures la durée du pass, mais surtout laisser ouvertes les boîtes échangistes. Donc c'est peut-être une demande personnelle de Gérald Darmanin. Néanmoins, on s'aperçoit que dans la lutte contre le virus, il n'y a absolument aucune cohérence. En particulier, si on voulait être cohérent et se dire il faut redescendre le taux de reproduction en dessous de 1, objectif que je peux tout à fait comprendre, en réalité, il faut aussi tester les vaccinés, parce qu'on voit très bien qu'ils contaminent les autres. Et le représentant l'a d'ailleurs reconnu à demi-mot. Ah, il a plus qu'à demi-mot, il a dit alors de façon très intéressante que l'efficacité du vaccin contre la propagation était seulement division par 2 au bout de 6 mois. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est pas très efficace contre la propagation. C'était une des hypothèses qui avait été écartée au départ par le gouvernement il y a 2 mois. Quand vous disiez ça, vous faisiez traiter de fasciste, complotiste, je ne sais quoi. La réalité, c'est que le gouvernement l'a exposé très bien. Le vaccin ne limite pas vraiment la propagation. Si vous avez un taux de reproduction de base de 3 et que vous divisez de 50%, ça veut dire qu'à ce moment-là, même en vaccinant tout le monde, vous avez un taux de reproduction supérieur à 1. J'ai toujours l'air de dire la même chose, mais à force de multiplier 1,5 par 1,5 par 1,5, ça fait beaucoup. Et là, on s'aperçoit que cette politique n'a absolument ni queue ni tête et que le seul véritable objectif, c'est de contraindre les gens à la vaccination. Ça a été avoué il y a 2 jours par le Premier ministre sur son compte Twitter. Les gens peuvent aller vérifier. Et normalement, le Conseil d'État devrait dire, visiblement, il y a eu détournement de pouvoir parce que le détournement a été avoué. Concernant la réduction du délai à 24 heures, ils ont admis aussi que c'était arbitraire en réalité. Alors, c'est arbitraire, mais là-dessus, je ne leur jette pas la pierre, en ce sens que ça ne peut être qu'arbitraire. Vous ne pouvez pas avoir une définition à la minute ou à la seconde près. À un moment, même quand vous imaginez, vous commandez une armée, si vous ne savez pas exactement le moment opportun pour attaquer, vous n'attaquez jamais et vous ne défendez jamais. Le problème, c'est que si vous dites, et c'est une règle de 3, le vaccin diminue de moitié la probabilité d'être contaminé, et le test, c'est juste une tentative de réduction du risque. À ce moment-là, il faut imposer un test de 24 heures pour les non-vaccinés, mais un test de 48 heures, payant aussi, pour les vaccinés. C'est une pure règle de 3. Je n'ai pas rien contre la logique de réduction du risque, et je pense depuis presque 2 ans, j'arrête pas de le dire, qu'une des choses les plus efficaces, c'est de tester. On a rendu les tests payants, ce qui n'a pas aidé aux tests, et là, on nous impose des tests qui, de l'aveu même du gouvernement, ne vont mathématiquement pas réduire le taux de reproduction en dessous de 1. Or, un taux de reproduction qui reste supérieur à 1, je cite tout le temps cet article de Laurent Laforgue, et puis j'ai envie de dire, les gens qui ont été en 5e le savent, à force de multiplier par plus de 1, ça va faire beaucoup. Dernière question, vous espérez quoi, compte tenu de l'audience, qu'est-ce que peut dire le Conseil d'État dans les prochains jours? Normalement, ce serait dans une semaine maximum. Alors, depuis que j'ai vu, pour avoir plaidé ici, que je mentais en disant qu'il y avait une 2e vague, je mentais en disant qu'il y avait une 3e vague, je mentais en disant qu'il y avait une pénurie de masques, je mentais en disant le 22 octobre dernier que l'épidémie était en train de se répandre. En réalité, je n'espère plus beaucoup. Néanmoins, je pense que c'est un peu comme Paul et son chemin de Damas. À un moment, il peut voir la lumière, parce qu'à mon avis, je peux me tromper, mais le Conseil d'État commence à vraiment se rendre compte que le gouvernement dit n'importe quoi. Et maintenant, c'est plus une question de volonté que de compréhension. Tout le monde voit bien que ça ne marche pas. La règle de 3, c'est quand même des maths qu'on est censé apprendre à 9 ans. Le gouvernement voit bien le problème. Le Conseil d'État voit bien le problème. La question, c'est, va-t-il vouloir le résoudre ou va-t-il vouloir se faire l'avocat du gouvernement? Merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-Frédéric Poisson, vous étiez de retour au Conseil d'État pour un nouveau recours via la voix du peuple. Est-ce que par rapport à l'audience de la dernière fois qui avait été assez tendue, l'impression est différente cette fois? C'était un peu moins tendu, mais c'était toujours aussi incompréhensible de la part du gouvernement. C'est toujours la même argumentation. La crise sanitaire est en recrudescence. Nous devons prendre des moyens de gestion de cette crise, dit le gouvernement. Et finalement, alors nous avons attaqué, nous, sur la réduction de la limitation de la durée de validité des tests à 24 heures. Et le gouvernement nous a présenté ça comme une simple mesure de police sanitaire presque de bon sens et presque obligatoire. En oubliant plusieurs choses. D'abord que l'état de cette crise sanitaire, c'est aussi la conséquence des choix de gestion de la crise opérés par le gouvernement. Et ce que je conteste en principe, c'est que les Français, leurs droits ne peuvent pas être rabotés à cause des choix de ce gouvernement. Deuxièmement,
J'attends encore, après 2 heures d'audience, la justification de la validité scientifique de ces choix. Il a été montré à l'audience que la réduction à 24 heures ne repose sur aucune espèce de données scientifiques sérieuses. Il nous a bien été dit que c'était effectivement un choix de police sanitaire, c'est le terme que le représentant du gouvernement a employé. Et troisièmement, nous avons mis l'accent sur le fait que les droits des citoyens sont garantis, dit le gouvernement, puisque vous pouvez faire attester par différents moyens à votre disposition que vous n'êtes pas contaminé. Le problème de la réduction de la validité à 24 heures, c'est que la vie quotidienne devient impossible et que donc ces droits deviennent au fond formels. Il a été rappelé aussi à l'audience que quand vous mettez quelques heures pour obtenir le résultat d'un test qui ampute d'autant la durée de validité de ce test, c'est pas 24 heures, ça peut n'être que 18, 12, 10, 5, voire 4 ou 1. Ma foi, donc le droit n'existe plus. Donc en réalité, nous sommes effectivement toujours dans cette limitation systématique des droits des personnes au nom d'impératifs sanitaires qui ne sont pas justifiés. Est-ce que vous pensez que l'agrégat de collectifs, d'associations qui étaient cette fois-ci plus nombreux à se regrouper pour cette audience peut faire la différence en attaquant de toutes parts le gouvernement sur les angles morts de ces décisions ? Je pense en tout cas qu'il a été montré ce matin la faiblesse de la position du gouvernement, qui ne va pas pouvoir tenir indéfiniment à la fois un flou total sur les données sanitaires, ça a été rappelé, à la fois une espèce d'aveuglement sur la réalité de la vie quotidienne des gens, et petit à petit que les sages-femmes, les avocats, les pilotes de ligne qui étaient présents aussi ce matin, etc., disent au gouvernement, attendez, on ne peut pas vivre avec ça. Ça me paraît effectivement très important. Et on voit bien que cette mobilisation, alors qu'elle est une mobilisation d'un genre un peu nouveau, elle est judiciaire cette fois-ci, elle est très très positive. Et je me sens de moins en moins seul chaque fois que je viens. Malheureusement, je pense qu'on devra revenir. Et c'est très bien que petit à petit s'agrègent beaucoup de types d'organisations, des citoyens tout court, si j'ose dire, qui viennent se joindre à ces procédures. C'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Maître Broza qui était là en tant que président de Réaction 19 à l'audience. Quelle impression avez-vous eue de cette joute entre différents collectifs et le représentant du gouvernement ? Je trouve qu'aujourd'hui, la parole des Français a été portée par plusieurs avocats, par Maître Protat qui a fait un travail remarquable, par Xavier Zalbert qui est intervenu aussi, et nous avons vraiment apprécié ses observations scientifiques, et aussi les autres conseils, même de M. Jean-Frédéric Poisson, je crois. Et je trouvais vraiment que la partie qui soutenait les requêtes et les observations était extrêmement pertinente. Je trouvais de l'autre côté M. Teboul égal à lui-même, parce que ce n'est pas le représentant du ministère. Le représentant du ministère est toujours égal à lui-même, dans le sens qu'il est dans cette approche monolithique et répétitive qui atteint même la logorée. Donc, à un moment donné, on n'a plus envie de l'écouter, parce que de toute façon, c'est cette répétition, mais qui n'est pas simplement celle de M. Teboul, qui est en réalité la parole du gouvernement, dans cette sorte d'approche constante, méthodique, qui a pour seule unique finalité que les gens se vaccinent et qu'avec la vaccination, tout le monde sera heureux. Alors que les problèmes juridiques sont énormes, on est dans un état de non-droit, et aujourd'hui, beaucoup de situations ont été stigmatisées de ces textes, de ces décrets, qui sont effectivement rédigés à la va-vite, qui comportent une quantité énorme de contradictions, et en plus, cette divergence forte qui existe entre ce qui peut être la loi, le pouvoir du législateur et le pouvoir de l'exécutif. Mais si on est dans un état de non-droit, quel est l'intérêt ? Y a-t-il vraiment quelque chose à espérer de ces audiences au Conseil d'État ? Il ne faut pas désespérer, c'est parce qu'effectivement il y a des associations comme Bon Sens, comme Réaction 19 et aussi d'autres intervenants, d'autres structures, des collectifs, que les choses bougent. Si nous nous désintéressons et nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire, c'est foutu. C'est pour ça que même je dis, au niveau des élections, il faut aller voter. C'est pas parce que vous votez pas que vous respectez la démocratie. Aujourd'hui, le Conseil d'État a ressenti peut-être une chose qu'il n'a pas ressenti d'autres fois, qu'il y avait beaucoup de monde cette fois derrière la porte. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors que souvent, le Conseil d'État a l'impression que c'est le fruit de quelques névrosés complotistes d'aller saisir le Conseil d'État pour aller tenter de faire revivre la démocratie. Non, aujourd'hui, il y avait 95 000 personnes de Réaction 19, plusieurs dizaines de milliers de personnes de Bon Sens, sans compter tous les autres collectifs et toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement des adhérents de nos structures, mais qui sont là, qui nous écoutent. Ça veut dire aujourd'hui que le poids de cette audience était énorme, pas simplement
sur un plan des moyens soulevés, mais aussi pour les personnes qui aujourd'hui espèrent avoir des décisions qui soient fortes dans le respect du droit et pour rétablir l'état du droit. Parce que faire des tests antigéniques tous les 24 heures ou des tests tous les 24 heures pour pouvoir tenir le coup pour des personnes qui sont aujourd'hui en difficulté financière, c'est un scandale, même simplement financier. Donc c'est pour ça que là aussi, après, on peut parler de ce qu'on veut, mais aujourd'hui, tout ce qui se passe là est totalement insensé. Un mot en attendant la décision sur les autres initiatives que vous prenez. Est-ce que vous avez d'autres chantiers judiciaires en cours en ce moment ? Bien sûr, nous avons des chantiers judiciaires. Nous sommes en train de convertir la plainte simple en constitution de partie civile concernant la plainte vaccin. Mais surtout, le 15, devant le tribunal judiciaire, nous allons discuter du fameux problème du décret et du texte d'adoption, disons, de ces pseudo-vaccins qui ne correspondent nullement aux AMM. Je fais simplement un exemple. Tout le monde parle du vaccin Pfizer. Juridiquement parlant, et sur le plan sanitaire, le vaccin Pfizer n'existe pas. Parce que c'est une habilitation qui a été faite pour un AMM conditionnel d'un médicament qui s'appelle Comirnaty ARN messager à nucléoside modifiée, qui a été délivré par la commission à BioNTech. Donc déjà ça atteste bien qu'on est totalement à côté de la plaque, qu'aujourd'hui on continue d'utiliser un médicament. C'est comme si aujourd'hui on disait que le paracétamol est identique comment on appelle, au Doliprane, ce qui n'est pas le cas. Le paracétamol est une chose et le Doliprane c'est autre chose. Donc là aussi, cette orthodoxie juridique, c'est bien le signe que si nous ne respectons pas cela, on est dans un état de droit, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ça sert à quoi de rédiger des textes, ça sert à quoi de faire des décrets, ça sert à quoi de faire des lois, l'intelligibilité et surtout la clarté des textes. Voilà. Merci beaucoup, Maître Broza. Merci à vous, merci à vous. Nous retrouvons Maître Prota à la sortie de l'audience au Conseil d'État. Pour bon sens, vous avez plaidé contre le pass sanitaire, en particulier la réduction du délai des tests à 24 heures au lieu de 62 heures. Est-ce que vous êtes heureuse, confiante suite à cette audience ? Ni heureuse ni confiante, parce que dans l'absolu, c'est pas le genre de dossier qu'on a envie de plaider, parce qu'il s'agit quand même d'imposer des vaccins, à mon sens, ça c'est à titre personnel, mais causant beaucoup d'effets secondaires, notamment aux jeunes. Donc j'aimerais plaider malgré tout d'autres causes, et confiant en tout cas, on espère, parce que nous étions tellement nombreux, je pense qu'avec tous les partis politiques, les associations et 5000 particuliers qui se sont joints, c'est la première fois qu'autant de particuliers se joignent d'une seule fois à une audience. Je pense qu'il a été entendu par le Conseil d'État que tous ensemble, on représentait peut-être 300 000 personnes et peut-être plus largement les 7 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Je crois que c'est quelque chose qui a été vu, et par ailleurs, avec tous les arguments qui ont été développés, je pense sincèrement que sur le délai de 24 heures pour les tests, qui n'est pas techniquement possible, parce que c'est pas qu'une question de loi, c'est que ce n'est pas techniquement faisable, nous avons une chance d'être entendus. S'agissant de la 3e dose, c'est peut-être plus compliqué, puisque là, le décret ne prévoyait que pour les personnes de plus de 65 ans. Pour les plus jeunes, j'allais dire, ça arrivera après, et je pense que peut-être aussi d'autres personnes se mobiliseront contre cette inclusion de la 3e dose. Est-ce que vous avez eu l'impression que les débats ont donné lieu à un dialogue de sourds, ou qu'il a été possible de s'entendre sur un certain rationnel partagé ? Il y a quelque chose, à mon sens, sur lequel on s'est entendu, puisque nous avons soutenu que le pass était caduc, faute pour le gouvernement d'avoir pris des décrets d'application fixant les seuils d'incidence, les taux de vaccination, les seuils dans les lits de réanimation. Et c'est ce que l'association Bon Sens reprochait au gouvernement, disait le pass est caduc, puisque ces décrets n'existent pas. Et là, le représentant du gouvernement a indiqué que c'était normal qu'il n'existe pas, pour laisser finalement une latitude d'appréciation, mais sous le contrôle du juge. Donc, nous avons dit au juge, alors finalement, les questions scientifiques vous reviennent. C'est ce dont nous avions évoqué lors d'un précédent entretien. Et de ce fait, comme la CNIL n'a pas les données malgré ses demandes, comme la Cour des comptes dit que les chiffres sont opaques, comme l'ATI dit qu'il n'y a pas tant de personnes qui sont hospitalisées pour le Covid, comme les chiffres sur les effets secondaires ne sont pas tous connus, en tout cas lus avec attention, nous avons tous demandé que le gouvernement donne des chiffres transparents au juge, puisque finalement c'est à lui qu'il impose de devenir l'expert
critères scientifiques. Et je pense que sur ce point, nous avons été entendus, que le juge l'a entendu également, que la question scientifique revenait sur lui et qu'il fallait des dossiers et des chiffres absolument transparents et incontestables et pas des prévisions incertaines. Réponse quand? D'après le juge, en début de semaine prochaine, il a indiqué qu'ayant reçu de nombreuses interventions volontaires et de nombreux mémoires, on peut comprendre que pour une fois, ça soit peut-être un peu plus long que les délibérés des référés liberté habituels en 48 heures. Je crois qu'on peut accorder jusqu'au début de la semaine prochaine, effectivement, pour une bonne réflexion et une bonne lecture de tous les mémoires que les particuliers et les associations ont déposés. Merci beaucoup. Merci à vous. Maître